Désolé, c'est Luc André. Je n'arrive pas à retenir ce nom. Désolé. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Ricardo Nassif. Je serai votre animateur pour ce webinaire « Osez-vous manager gagnant » par Marine Padula. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce webinaire organisé par le pôle de Lyon de PMI France. Vous savez que depuis le début de la crise de Covid-19, le PMI France vous offre des webinaires régulièrement, conférences proposées par nos branches et pôles auxquelles tous nos membres sont invités. Pour ces webinaires, il y a eu 719 inscrits et on est encore en train de voir arriver des personnes. Nous souhaitons, avant de démarrer et passer la parole à notre conférencière Marine Padula, remercier très chaleureusement l'équipe qui a fait possible cette webinaire. D'une part, à Luc André Roche, qui est aux manettes techniques, et d'une autre, à Venezia Douni. Nous sommes encore en phase d'apprentissage de toutes les facettes offertes par Zoom. D'avance, nous vous remercions de votre compréhension. Tous les participants ont les micros coupés. Pour vous poser des questions, merci d'utiliser les chats. Les chats en français s'appellent « converser ». Nous aurons une session de questions-réponses à l'issue de la présentation de Marine. Maintenant, je souhaite introduire notre conférencier. Je vais le faire, je vous épargne la lecture de cette slide. Je voudrais simplement dire qu'elle a 12 ans d'une riche expérience dans la direction des ressources humaines en France et à l'étranger. Elle est consultante, certifiée PMP, coach avec une certification RNCP niveau 7 et formatrice aussi. Récemment, elle a écrit un premier ouvrage, OMG, Osez-vous manager gagnant, disponible à partir d'octobre 2020 aux éditions Kiwi. Et un petit mot personnel, j'ai eu la chance de travailler avec Marine dans l'équipe lyonnaise depuis environ 2015, où nous avons partagé des moments très intenses lors de l'organisation de nos événements. Elle est une professionnelle percutante qui a su accompagner l'équipe dans son évolution. Ça a été un véritable plaisir pour moi et c'est aujourd'hui aussi un véritable plaisir pour moi de vous laisser avec Marine. Merci Marine. Merci Ricardo. Il ne faut pas me faire des petites surprises comme ça. Après moi, ça me met tout en émotion. Tu commences à me connaître. Donc merci Ricardo. Je suis vraiment ravie d'avoir l'opportunité d'intervenir à nouveau sur ce thème qui m'est cher. J'ai déjà eu en effet l'occasion d'intervenir avec le PMI Lyon en décembre dernier sur ce même sujet, à savoir comment réconcilier performance et bienveillance, et je dirais même plus, mettre la bienveillance au service de la performance. Donc déjà, un grand merci aux équipes du PMI de me témoigner à nouveau leur confiance. Et puis, je suis assez impressionnée par les 719 inscrits, donc on verra combien participent. Mais en tout cas, merci à vous de participer aujourd'hui si nombreux. Puis, comme le dit Ricardo, on apprend à utiliser Zoom. On a l'habitude de faire des conférences en présentiel. Donc, merci pour votre compréhension si on a quelques soucis techniques. Alors, je vais déjà passer les slides. Normalement, ça devrait bien se passer. Ce que je vous propose, c'est déjà de faire un petit temps d'arrêt sur le titre de ce webinaire. Osez vous manager gagnant. Alors déjà, pourquoi oser? Eh bien, parce que ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est qu'il ne tient qu'à nous d'oser dire non à certaines habitudes, à certains usages et puis finalement, oui, à une autre réalité dans nos entreprises. Dit autrement, ça pourrait être de dire qu'on peut tous décider de devenir des acteurs positifs du changement dans nos entreprises. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'on est bien souvent notre propre limite. Oser, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aussi oser réaliser de petites actions pour faire de grandes choses. Parce que souvent, en fait, on se dit qu'il faut faire des choses énormes, mais ce que vous allez m'entendre répéter à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est que finalement, il n'y a pas une action magique, mais un ensemble d'actions qui, mises bout à bout, elles vont concourir conjointement à participer au bien-être au travail. Ce
qui veut dire, et j'espère ne pas créer trop de déception, que je ne vais pas aujourd'hui vous partager la solution toute faite, prête à l'emploi sur cette question du bien-être au travail. Et même d'ailleurs, dans la continuité, je préfère vous prévenir aussi tout de suite que je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité sur ce sujet. En même temps, j'aurais envie de vous dire, est-ce qu'il en existe une seulement? Par contre, ce qui est sûr, c'est que j'ai une vérité. Jusque-là, on est d'accord. Une vérité couplée à 13 ans d'expérience en entreprise, 11 en management et surtout 11 d'engagement sur ce sujet. J'ai appris beaucoup de choses au fil de ma carrière, comme vous tous ici. Et sur cette thématique du bien-être au travail, si je devais finalement en retirer un enseignement principal, je dirais qu'il n'y a pas de petites actions dès lors qu'elles s'inscrivent dans une vraie volonté de s'emparer de cette thématique. Du coup, par rapport à ce que je viens de vous dire là, durant ce webinaire, je vous invite vraiment à faire votre marché, à piocher ci et là ce qui va faire écho en vous, ce qui va être aligné avec votre réalité. Donc, c'est ça qui est important pour moi en termes de message. Pourquoi le vous, osez-vous manager gagnant? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, je m'adresse à chacun d'entre vous. Et ce, que vous soyez manager ou non manager. Bien que les managers soient en première ligne de cette question du bien vivre en entreprise, tout ne repose pas et ne doit pas reposer sur leurs épaules. Le message derrière, c'est de dire qu'on est tous co-responsables de notre réalité. Ça veut dire quoi, co-responsable? Ça veut dire qu'on a tous la capacité d'agir à notre niveau et de faire bouger les lignes. Par raccourci de langage, il est vrai, j'aurais plutôt tendance à m'adresser aux managers dans ma présentation. Déjà parce qu'en fait, pour moi, ils doivent porter en eux ce souci d'exemplarité. Mais par contre, chacun d'entre vous va vraiment pouvoir à 90% s'approprier ce qui va suivre. Enfin, un dernier point qui m'apparaît important de poser tout de suite avant de démarrer, c'est que je ne vais pas parler des RPS aujourd'hui, des risques psychosociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une obligation légale et que ça, l'employeur, au même titre que l'ensemble des autres risques dans son entreprise, doit avoir mis en place des actions pour les contrecarrer. Je pars donc du postulat, donc c'est important de l'avoir en tête pour mon propos, que finalement, cette partie, elle est entre guillemets sous contrôle et que c'est parce que cette partie est OK qu'on va pouvoir maintenant aller plus loin et passer du vivre et non survivre au mieux vivre en entreprise. Aussi, j'aimerais quand même faire quelques petites précisions supplémentaires parce que vous le savez tous, ce n'est pas parce que nous parlons la même langue que nous parlons le même langage. Et il y a 3 choses qui m'importe de clarifier avant d'aller plus loin. C'est déjà sur le terme de bien-être. Le thème de bien-être dont il est question aujourd'hui, il est à entendre dans le sens de être bien dans son travail, être mieux, vivre bien dans son entreprise. Vous le verrez, j'ai un petit penchant pour les acronymes mnémotechniques. Donc, il y en aura déjà un qui est l'acronyme HAPPY, qui va jalonner ma présentation et qui est à entendre dans le sens de content, enthousiaste, auquel finalement, ça, l'entreprise peut contribuer auprès de ses collaborateurs et non heureux, qui pour moi s'inscrit vraiment en dehors de son champ de responsabilité dans la mesure où c'est vraiment quelque chose d'éminemment subjectif et personnel. Donc là, il n'y a pas question de bonheur. La deuxième chose qui est importante aussi, parce que j'ai bien conscience que j'interviens dans le cadre du PMI et que j'ai très certainement plein de chefs de projet ou à minima de contributeurs projets dans l'Assemblée aujourd'hui. Non, il ne s'agit pas d'un projet. Je suis navrée, ce n'est pas un projet, mais en tout cas, on peut en faire dans le cadre du bien-être au travail. Mais c'est une démarche. Et c'est quoi la nuance? C'est que vous le savez très bien, un projet, ça veut dire qu'il y a un début et une fin. Or, s'occuper du bien-être au travail, ce n'est pas s'engager dans quelque chose qui a une fin en soi, c'est une intention au long cours, en tout cas, tant que l'entreprise, tant que l'équipe est là. La troisième chose, en termes d'objectifs, quand on s'occupe du bien-être au travail, c'est finalement le fait de poursuivre 2 objectifs en même temps et qui sont tout aussi importants. C'est à la fois poursuivre la question de l'épanouissement individuel, collectif, mais aussi de la performance. Luc-André, je vais me permettre, je crois que ton micro est ouvert. Si tu veux juste te mettre en mute, ce serait super. Merci. Donc oui, un double objectif avec
bien entendu, le fait de faire preuve d'humanité, de responsabilité sociale, voire sociétale, hein, quand on s'engage dans ce genre de démarche, sinon ça ne marche pas en fait. Si c'est simplement pour mettre un baby-foot à l'entrée, ça ne va pas marcher. Mais c'est aussi question de performance. Et ces deux éléments ne sont pas et ne doivent pas être incompatibles. J'ai envie de dire, le terme de performance n'est pas un gros mot. Et c'est même d'ailleurs l'un des éléments qui permettent d'objectiver le bien-être au travail. Vous avez très certainement déjà dû entendre parler d'indicateurs en creux. Souvent, quand j'interviens dans les entreprises, on me dit « Ok, mais le bien-être au travail, comment on peut le chiffrer ?» En général, on ne chiffre pas le bien-être au travail, on chiffre le mal-être au travail. Et avec des indicateurs, donc ces indicateurs en creux qui sont le turnover, l'absentéisme, la non-qualité, etc. Mais un moyen positif et chiffré, finalement, de mesurer les effets d'une démarche de bien-être au travail, c'est de voir l'incidence de cette démarche sur la performance des équipes. Donc là, au moins, on est dans un KPI positif, entre guillemets. On a d'ailleurs de nombreuses études qui ont vraiment montré cette corrélation positive. Et puis, si j'en cite simplement qu'une qui est assez connue maintenant, c'est celle d'Harvard et MIT qui met en exergue le fait que les salariés bien dans leur job seraient 31% plus productifs. Du coup, en termes d'approche, aujourd'hui, à l'image de ce que doit être une démarche de bien-être au travail pour moi, l'idée, ça va vraiment être d'investiguer comment créer un environnement positif, favorable, qui va permettre de révéler à la fois le plein potentiel de l'individu et celui de l'entreprise. Voilà, donc déjà, j'espère que sur ces trois termes, ou en tout cas objectifs termes, on est à peu près raccord avant d'aller plus loin. Et puis de toute façon, on aura un temps de questions-réponses et de commentaires si nécessaire. Alors, je suis sûre que vous trépignez d'impatience de savoir quelle créativité j'ai eue pour ce terme « happy ». Alors du coup, H comme quoi? Eh bien, H comme bonne humeur. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui peuvent concourir à la bonne humeur. Et sachez que ça peut s'avérer être simple comme bonjour. À propos de ce bonjour, on a d'ailleurs une étude de Malakoff-Médéric de l'année passée qui met en avant le fait que 57% des salariés français associent le bonjour du matin au sentiment de bien-être en entreprise. Donc, au risque, et j'en conviens, d'enfoncer une porte ouverte, le matin, ça commence déjà par ça. Le matin, on dit bonjour pour initier une bonne journée. Trop souvent, on est contaminé par un autre virus qui s'appelle la mailonite ou la réunionite aiguë et on perd de vue ce petit détail qui n'en est finalement pas un. Et puis, pour ceux qui me répondraient « j'ai pas eu le temps », j'ai juste envie de dire, êtes-vous sûr que ces quelques minutes que vous n'avez pas pris ont changé le cours de votre journée? Enfin, devrais-je dire le cours du traitement de vos sujets tous plus urgents que les autres? Parce que oui, en tout cas, hein, pour ce qui est de vos équipes, déjà, vous avez loupé le démarrage. Et ça va avoir des conséquences au niveau relationnel. En 1940, le psychologue Salman Ash a mis en avant ce qu'on appelle l'effet de primauté. Il explique que c'est ce biais cognitif qui rendrait plus prégnant les souvenirs des informations obtenues en tout premier lieu par rapport aux suivantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la façon dont vous allez initier quotidiennement la relation avec vos équipes va être déterminante pour la suite de cette même journée. Et imaginez ça répété tous les jours, toute l'année. Du coup, en fait, débarquer à 10 heures dans le bureau pour aller demander quelque chose à votre collaborateur sans être passé finalement par la case départ du bonjour au départ, va leur envoyer un message assez négatif qui est de dire en fait, je viens te voir parce que tu me sers à quelque chose, parce que tu peux me donner un livrable, parce que j'attends de toi une réponse. Mais déjà, je ne te reconnais pas. Et c'est assez dramatique parce que bien souvent, ce n'est pas du tout votre intention. Enfin, même, j'ai envie de dire, je suis peut-être un peu naïve, mais en tout cas, dans 99% des cas, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous êtes dans votre rush et que vous n'avez juste pas pensé. Donc, c'est important de prendre ce temps au départ, d'aller saluer vos équipes et ensuite seulement d'aller leur demander quelque chose. Et ça marche aussi avec le télétravail. Ça marche aussi avec le télétravail, c'est-à-dire que faire un petit chat ou des cafés Skype comme ça se fait largement aujourd'hui, c'est quand même assez important pour, je parlais tout à l'heure de reconnaître l'autre, hein,
offrir de la reconnaissance à vos collaborateurs qui, rappelons-le, émettent largement la revendication de ne pas être assez reconnus dans l'entreprise. Par contre, j'aimerais préciser quelque chose sur cette question du bonjour, parce qu'il y a bonjour et bonjour. Le deuxième ingrédient à ne pas oublier, finalement, c'est de le faire avec le sourire. Pensez-y, le sourire est annonciateur de la sympathie. Et vous allez voir comme c'est une belle manière, finalement, d'impulser un cercle vertueux. On peut dire merci aux neurones miroirs. Hein. Vous savez, ce sont les neurones qui permettent d'entrer en résonance avec les autres et qui sont à l'origine de ce qu'on appelle le phénomène d'imitation. Donc, vous voyez quelqu'un qui est en train de bâiller, puis vous avez tout d'un coup l'envie vous-même de bâiller à votre tour. En tout cas, pour en revenir à la question du sourire, je vous rassure tout de suite, hein, vous êtes des êtres humains, donc il y a des matins où vous avez le droit de ne pas avoir envie de sourire. Hein, ça ne sert à rien non plus de se faire du mal. Donc, des fois, vous n'êtes pas dans votre assiette et c'est OK, mais normalement, ce n'est pas quotidien. En tout cas, si ça l'est, c'est peut-être symptomatique de quelque chose de plus profond. Et là, je vous invite vraiment à vous poser d'autres questions, finalement. En tout cas, le jour où vous arrivez, vous ne vous sentez pas au top parce que vous avez été stressé sur la route, parce que vous êtes pris la tête avec votre conjoint avant de partir, avec vos enfants, et bien, ce n'est pas grave. Allez prendre un café, ça marche aussi avec le chocolat, avec le thé. Prenez un temps pour vous, un temps pour respirer. Puis quand vous êtes prêt, vous allez dire bonjour. Ça ne sert à rien de dire oui, non mais lundi au webinaire de Marine, elle disait qu'il fallait absolument y aller et s'afficher un sourire sur la tête, sur le visage et puis aller dire bonjour à tout le monde. Non, en fait, ça ne marche pas. Si ce n'est pas sincère, ça se voit. Et puis, simplement le faire pour checker la box sur sa to-do list matinale, ça ne marche pas non plus. Donc, prenez un temps, un vrai temps qui est bloqué dans vos agendas si vous avez besoin de le faire pour aller dire bonjour. Le message que je veux faire passer, hein, c'est que si vous avez le droit de ne pas vous sentir au top, hein, vous êtes des êtres humains une fois encore, vous n'êtes pas pour autant obligé de l'imposer à tout votre service. Le troisième ingrédient de notre cocktail vitaminé, la bonne humeur au travail, et de loin mon préféré, c'est sans conteste l'humour. Faire les choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, c'est vraiment un des carburants du bien-être et de la performance des équipes de mon point de vue. Au quotidien, vous verrez très, très vite en fait, à quel point ça peut fluidifier, offrir de la légèreté dans les relations, contribuer au mieux-être et au mieux-vivre ensemble. Et puis, quand c'est la crise, quand on est dans une situation difficile, ça permet vraiment de remettre plus rapidement tout le monde en selle et de ne pas se laisser submerger par le stress et la pression. Parce que ce qu'il faut savoir avec le stress, c'est que ça diminue les capacités cognitives. Et ça a été prouvé d'un point de vue neuroscientifique. On a Fradin qui a mis en exergue le fait que l'individu qui était mis en situation de stress voyait son cerveau basculer dans un état d'urgence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, seuls ses cerveaux reptiliens et limbiques, c'est-à-dire inférieurs, lui deviennent accessibles. Et il montre alors la corrélation entre les capacités cognitives de l'individu et son niveau de stress. De l'autre côté, on a aussi Fredrickson, qui est docteur en psychologie, qui, elle, a démontré le fait qu'une personne qui se sentait bien voyait ses facultés augmenter et son champ de conscience élargi. Donc, une fois encore, plus vous êtes stressé et plus c'est là, une bonne blague, ça fait du bien pour repartir et faire baisser le niveau de pression. Bonne humeur toujours. J'aimerais maintenant vous parler de la gratitude comme facteur d'influence positive de la bonne humeur dans vos organisations. Et avec la gratitude, il y a un truc assez sympa, c'est que ça impacte autant celui qui en fait preuve que celui qui en bénéficie. Pour celui qui en fait preuve, il a été démontré notamment par Florence Servan-Schreiber. Alors, je ne sais pas si je vais encore la présenter, c'est l'auteur des fameux 3 kiffs par jour, donc beaucoup le connaissent. Ces personnes-là seraient finalement 20 à 30% susceptibles d'être moins agacées, irritées, enfin d'avoir des émotions négatives. Donc là, on est vraiment dans le lien avec le bien-être. Et puis aussi, ça aurait une incidence directement sur l'efficacité au travail puisque ça augmenterait la productivité et la créativité de ces mêmes personnes. Et puis, de l'autre côté, les personnes qui reçoivent un merci ou un bravo, 5 lettres, mais pour autant un même impact, ça permet
non seulement on retrouve encore ce double objectif d'augmenter leur productivité, comme l'a démontré le centre de recherche de Berkeley, avec un cortex préfrontal qui serait d'autant plus musclé, comme ils l'expliquent dans leurs études. Et il sert à quoi ce cortex préfrontal? Eh bien, il sert à nos apprentissages et à nos prises de décision. Et puis, sur la notion du bien-être ou du plaisir, ces mêmes études démontrent qu'à chaque fois qu'on reçoit une attention de gratitude, notre cerveau nous adresse un petit shoot de plaisir en activant le circuit cérébral de la récompense. Du coup, on pourrait dire que c'est un peu plus, même beaucoup plus économique et surtout licite que certaines substances. Donc, je vous invite fortement à faire preuve de gratitude et ce sans modération, vous verrez, ça peut être très intéressant. La dernière chose dans ce sujet de la bonne humeur, mais enfin la dernière chose dont je vais vous parler, parce que vous aurez bien compris que c'est une liste non exhaustive, c'est le fait de célébrer. Alors, dans la culture projet, on a bien l'habitude de célébrer les kick-offs, mais oui, en effet, on célèbre les succès déjà. Que ce soit le lancement d'un projet, le bilan de fin d'année, la signature d'un nouveau contrat. L'idée, c'est vraiment de prendre l'habitude de faire un vrai temps d'arrêt pour se féliciter, pour rebalayer le chemin parcouru, reconnaître le temps, l'énergie, l'effort que chacun a pu déployer pour arriver à atteindre ce succès finalement. Et ce sont vraiment des moments précieux parce que tout ça, ça participe au bien vivre ensemble. Et j'aurais même envie de vous dire, ne vous limitez pas au simple domaine professionnel. Alors qu'on soit bien d'accord, sous couvert que l'information soit partagée et partageable. C'est pas toujours mieux en le disant quand même. Donc, les naissances, les anniversaires, les déménagements, les fins de confinement, ça ouvre la voie de plein de célébrations aussi. Tous ces événements sont autant d'opportunités de se réunir et finalement autour d'événements positifs et de renforcer les liens des uns vis-à-vis des autres. Avant d'enchaîner sur la suite de cet acronyme HAPPY, j'aimerais juste faire un petit pas de côté, si vous voulez bien. Je le disais en introduction, j'ai la tendance, la fâcheuse tendance, je ne sais pas, à m'adresser à la fonction de manager. C'est peut-être aussi une des formations professionnelles, mais on est tous bien d'accord. Dire bonjour, sourire, faire preuve d'humour, de gratitude, ou bien encore célébrer. Qu'on soit manager ou non manager, on peut tous s'approprier ce que je viens de dire et décider en conscience de contaminer positivement notre organisation. Alors, contaminer, j'utilise ce terme volontairement, même si j'ai bien conscience qu'il n'est pas hyper hype en ce moment. Mais je veux me référer ici au phénomène de contagion émotionnelle, phénomène qui a été décrit par Christophe Hague, qui est chercheur en psychologie sociale et professeur à l'EM Lyon. Et au travers de ce phénomène, il a mis en exergue cette capacité de nos émotions à se propager de manière quasi virale, automatique. Donc, on connaît tous ce phénomène. On l'a tous expérimenté, tant négativement que positivement. Mais pour rester dans le thème de ma conférence, je vais plutôt prendre un exemple positif. Vous avez tous déjà très certainement vu quelqu'un prendre un fou rire. Vous ne savez franchement pas pourquoi il est en train de prendre un fou rire. Et puis, sans même vous sentir glisser, à partir d'un moment, vous allez vous aussi vous mettre à éclater de rire, alors même que vous ne savez toujours pas ce dont il est question. Donc, une fois encore, on a tous ce pouvoir-là. On a tous ce pouvoir de contamination positive autour de nous. A comme quoi? Eh bien, A comme agilité. La pire phrase du monde pour moi, et elle a longtemps été affichée en grand, en gros, comme une des phrases interdites dans mon bureau, c'est « on a toujours fait comme ça ». Donc, cette phrase, elle est assez insupportable. Et pour cause, pour moi, l'agilité, ça commence par le fait de savoir réinventer notre cadre de travail, le cadre de nos activités. Je ne fais pas du tout partie de ces personnes qui sont pour la libération du cadre, etc., dire voilà, les entreprises totalement libérées. Je respecte, en tout cas, ce n'est pas mon parti pris. Le cadre, pour moi, il est important. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, je parle avec ma casquette de psychologue. Le cadre, il est important dans une équipe parce qu'il rassure, parce qu'il protège, parce qu'il sécurise. Ça a un côté un petit peu, comment dire,
voilà, on est dans un monde instable et ça offre une espèce d'ancrage sécuritaire, sécurisant, et qui contribue à la sécurité intérieure de ses collaborateurs. Donc, moi, je suis pour le cadre. Par contre, il y a un truc sur lequel je pense qu'on s'est loupé. Le cadre, il n'est pas pour autant inflexible. Il doit exister, mais il a le droit d'évoluer, de bouger, d'être réinventé. Du coup, commençons déjà par parler d'un élément plutôt d'actualité, à savoir le lieu de travail lui-même. L'histoire vient de nous le démontrer, il n'est pas toujours obligatoire de se rendre au travail pour travailler. Je pense que là aussi, une fois encore, j'enfonce une porte ouverte. Et dès lors que les conditions sont propices, les statistiques le démontrent, le télétravail augmente la performance de plus de 20%. Et au-delà de ça, elle contribue à renforcer l'engagement et la motivation. Alors, vous l'aurez noté, hein, j'ai dit dès lors que les conditions sont propices. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous eu l'occasion de télétravailler là, durant cette période de confinement avec des conditions idéales. J'ai moi-même dû composer avec un enfant de 4 ans et un rôle supplémentaire de maîtresse d'école. Oui, je vous assure que même pour un enfant en moyenne section, on reçoit des devoirs. J'en reçois encore avec des listes comme ça. Il faut le vivre pour le croire. Je ne savais pas qu'à 4 ans, on faisait tout ça. En tout cas, au-delà de ça, oui, il faut que les conditions soient favorables, mais aussi, ce que l'histoire nous aura montré, c'est que tous les jobs ne sont pas télétravaillables. Et puis, tous les profils de personnalité non plus. Certains vont vous dire, à la suite de ce qu'ils viennent de vivre, non, mais moi, c'est bon, le télétravail, je n'ai plus en entendre parler, c'est pas pour moi, j'ai besoin de sortir de chez moi, j'ai besoin d'aller voir mes collègues, j'ai besoin de pouvoir prendre le café avec eux. Et en fait, c'est OK. Enfin, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Une fois encore, il y a pas une règle, mais la règle qui va convenir à votre équipe. C'est pour ça que c'est important d'en parler et de voir ce qui est faisable et ce qui est souhaitable. Et ce qui est souhaitable collectivement, individuellement et collectivement. Et après, voir tous ensemble comment vous décidez de vous emparer de ce sujet, de le mettre en place, quelles règles vous allez mettre avec ce sujet, etc. J'aimerais glisser aussi sur un second sujet très, très présent dans l'entreprise. Je vais faire que les sujets un peu spot parce que sinon, il nous faudrait 4 heures pour étudier tous les sujets. Parlons de la réunion. Ah, la réunion. Elle occupe largement nos journées. Et puis, alors, encore plus, alors, je ne sais pas vous, mais moi, je commence à plus pouvoir supporter mes journées entières enchaînées de réunion en réunion, comme si finalement, ça nous permettait de justifier notre temps de travail. Je vais vous poser une question pour des champions. Hein. On se projette post-crise Covid sur site. Est-ce que cette crise, est-ce que ces réunions doivent impérativement se faire dans une salle? Repartons du besoin initial. Qu'est-ce qui vient finalement justifier forcément de nous enfermer entre 4 murs? Il s'agit par exemple d'une réunion d'information non confidentielle. Allez. Qu'est-ce qui vous empêche d'utiliser, par exemple, l'espace convivialité de la cafétéria et son coin sofa? Ça, j'en vois de plus en plus quand je vais dans les entreprises, justement pour soi-disant contribuer au bien-être au travail. Mais en fait, c'est des espaces qui sont utilisés pour la pause café après déjeuner, puis désertés le reste de la journée. En fait, non, ils sont là. Mettez-les à profit. Et puis, rien ne nous oblige à faire les choses très sérieusement. On nous a dit la réunion, c'est dans une salle, donc ça sera la salle 301 au bout du couloir. Non, pas forcément. Pareil, j'ai envie de dire, vous avez la chance d'avoir la possibilité de sortir, testez le coworking. Le coworking, vous savez, ce sont ces réunions qui se font en marchant, qui ont été mises en avant par Steve Jobs, le fondateur d'Apple, mais qui avait simplement, ni plus ni moins, repris que ce que faisaient les grands penseurs du 19e siècle. Et ces réunions sont hyper intéressantes. Elles ont montré et démontré qu'elles permettaient de libérer la parole, de générer du bien-être, de la créativité. Et puis, n'oublions pas quand même que ça permet aussi de lutter contre un des maux du 21e siècle, qui est la sédentarité. On en souffre beaucoup au niveau du travail, en tout cas.
Et puis, j'aurais même envie de dire, enfin, pour moi, alors, le coworking, je suis assez fan. Hein, je coach même en marchant, en courant, parce que en courant, c'est aussi les mêmes effets, mais bon, tout le monde ne peut pas. Mais il y a vraiment 2 prescriptions que je vous donnerais. C'est l'un, quand vous bloquez, bon, enfin, en même temps, ça pourrait être la même d'ailleurs, quand vous bloquez tant humainement que intellectuellement. Humainement, parce que quand il y a de la tension, moi, je l'ai déjà expérimenté en tant que N-1, en tant que collaboratrice, une situation de tension avec mon chef, on est parti marcher, ça nous a permis de rester focus sur le sujet, de sortir la tension finalement dans le corps en marchant, et puis d'être dans quelque chose de plus constructif. Donc ça permet de se poser et de sortir la tension autrement pour rester quand même professionnel, parce que rappelons-le, nous sommes dans le cadre du travail. Et puis la deuxième chose où ça marche à tous les coups, c'est la créativité. Vous bloquez, vous ne trouvez pas d'idée, vous ne trouvez pas d'issue à un problème, etc. Partez marcher, partez courir si vous courez, et vous verrez qu'il y a 9 chances sur 10, je vais garder un bénéfice du doute, que vous trouviez la solution en sortant. Donc voilà, je vous encourage vivement. Et puis, si votre environnement de travail ne se prête pas à tout ça, vous n'avez pas de coin de sofa, vous n'avez pas de quoi sortir, déjà, essayez ne serait-ce que les stand-up meetings. Vous savez, ces réunions debout qui, elles aussi, permettent déjà de gagner en dynamisme, en efficacité et qui sont aussi intéressantes de ce point de vue-là. J'aimerais aussi, toujours dans le fait de challenger le cadre, vous parler des aménagements de votre lieu de travail. Vous avez constaté qu'une salle au bout du couloir ne servait plus depuis un moment. En effet, c'est plutôt un lieu de stockage. Vous avez toutes les archives papier de l'époque où on adorait tuer les arbres qui s'y trouvent stockées. Qu'est-ce que vous diriez de donner carte blanche à vos salariés pour qu'ils transforment cette salle en ce qu'ils souhaitent? Salle de repos, salle de jeu, salle de créativité, peu importe. Alors déjà, vous allez voir que le fait de s'approprier cet espace et d'en prendre possession, ça va leur permettre de s'ancrer davantage dans leur réalité, de s'engager d'autant plus dans l'entreprise, mais aussi de partager un projet positif commun, donc de renforcer les liens. Mais au-delà de ça, au-delà de toute la démarche qui déjà va prendre un certain temps, vous avez les effets de la salle elle-même a posteriori. Si on prend que la salle de sieste, par exemple, alors j'aime bien les études statistiques parce que ça permet justement un sujet qui est beaucoup challengé, le bien-être un peu, parfois ça reste vaporeux, ça permet de donner du concret derrière. Donc on a une étude scientifique de la NASA qui démontre une augmentation de la productivité pouvant aller jusqu'à 35% avec une micro-sieste. Et on n'oublie pas le terme micro. Hein. Tout de suite, je vous vois derrière. Je vous vois. Je ne sais pas combien de personnes sont connectées maintenant. Je ne vois personne. Mais la micro-sieste, c'est intéressant. La sieste tout court, je n'ai pas les stats, mais je ne suis pas sûre que 2 heures de sieste, vous repartiez hyper requinqué après. Ça risque plutôt de vous casser dans votre journée. Donc, la micro-sieste permet vraiment d'augmenter la productivité. Vous n'avez pas de salle, mais vous avez un jardin. Et pourquoi pas cultiver vos légumes? Beaucoup s'y sont mis pendant le confinement. J'ai envie de dire, continuez à surfer sur cette tendance. Et ça, même en intérieur, j'ai autant de personnes autour de moi en appartement qu'en extérieur qui ont fait leur potager. Il y avait déjà une tendance, là, elle a explosé pendant le confinement. Et ce qui a été démontré avec ces démarches vertes, c'est qu'elles permettaient de réduire l'anxiété des salariés et de favoriser leur engagement. On a même une étude scientifique américaine qui démontre une amélioration de la concentration et une réduction, si on en revient aux indicateurs en creux, de 10% du taux d'absentéisme. En bref, ce qu'il est important de retenir dans ce que je vous dis là, c'est qu'il convient d'être vigilant à nos représentations de ce qu'il est correct de faire ou non. Ah non, on est au travail, on ne va pas faire un jardin. Ah non, on ne va pas utiliser le coin sofa, c'est pas pro, ça ne fait pas sérieux. En fait, en vrai, si vous voulez obtenir des résultats différents, il va falloir oser vous lancer dans des choses différentes. Oser réinventer les manières de faire, ça ne veut pas pour autant dire tout révolutionner. Innover, c'est pas tout envoyer valser, tout réformer. Ce dont il est question, c'est de s'autoriser à challenger nos habitudes, de s'autoriser à réinterroger régulièrement ce qu'il est possible de faire d'autre
de différent, mais voilà, de se donner cette autorisation. Et puis, au-delà, au-delà du cadre de travail, il y a également tout ce qui gravite autour de ce cadre et qui participe finalement au maintien du cadre. Alors, il y aurait beaucoup de choses à évoquer, mais je vais vous parler ici, entre autres, de l'activité sportive et physique en entreprise, qui est une vraie mine d'or à mettre en place dans vos organisations si ce n'est pas déjà fait. Alors, ça peut aller du groupe de running ou de marche sur l'heure du déjeuner si vous avez la chance d'avoir des douches sur place, à des choses peut-être un peu moins contraignantes de ce point de vue-là, si je puis dire, comme la sophrologie, le yoga et encore pas tous les types de yoga. Mais vous allez voir que offrir 3/4 d'heure, voire 1 heure de plus de pause déjeuner par semaine à vos équipes, c'est faire un excellent investissement. Un investissement pour lequel vous verrez très rapidement les bienfaits, tant en termes de bien-être que de productivité. L'OMS, d'ailleurs, parle d'une diminution de plus de 30% des arrêts maladie. On parle aussi d'une réduction du turnover de 25% et plus largement de 6 à 9% d'augmentation de la productivité. Donc, tout ce que je dis là, ça peut paraître anecdotique et pour autant, sachez que toutes ces actions mises bout à bout participent au sentiment général de bien-être de vos salariés. Et surtout, un message quand même important, c'est que j'aurais pu intituler cette conférence tout à 2 €, mais ça n'aurait pas fait hyper professionnel. Donc, j'ai préféré garder le titre OMG. Mais ce n'est pas une question d'argent, ce que je suis en train de vous dire. On est bien d'accord. Hein, et pourtant, les personnes pensent bien souvent qu'il faudra avoir un budget et encore qui plus est un budget conséquent pour pouvoir se lancer dans une démarche de bien-être au travail. J'ai encore vu une étude, c'était l'été passé, de l'optimisme.pro qui m'a fait tomber de ma chaise. Elle révélait que pour 49% des répondants, c'était même le frein principal au lancement d'une démarche de bien-être au travail. Donc, vous voyez bien que par rapport à ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas de lien. Hein. On est tous d'accord qu'on a tous les moyens de faire quelque chose si on le souhaite vraiment. Par contre, à l'inverse, ne rien faire coûte de l'argent, comme le démontre le groupe Apicil et Mozart Consulting. En effet, parce que a priori, quand on chiffre le mal-être au travail, il serait de 13 340 € par an et par salarié. Alors après, le mal-être, finalement, il y a des choses qui viennent du pro et du perso. En tout cas, ce qui est exprimé dans cette étude, c'est que 40% de ces coûts seraient compressibles, c'est-à-dire seraient des coûts sur lesquels l'entreprise peut agir. Donc 40%, ça fait 5 300 € par an et par salarié. Donc c'est quand même pas négligeable. Et puis, le temps file. Alors, je continue avec le P. Le P comme pragmatisme, qui est finalement le cousin de l'agilité. Hein. C'est un savant mélange de bonne intelligence et de bon sens. Agir en bonne intelligence, déjà, ça renvoie à l'appréhension de ce que je suis en train de vous dire là. On vient d'évoquer un certain nombre de choses que vous pouviez faire de plus, de différent, pour apporter du bien-être à vos équipes. Mais avant de faire mieux, faites bien. Et faire bien, c'est déjà s'assurer d'avoir éliminé les irritants de vos équipes. Et une fois encore, je ne parle pas là des RPS. Hein. Ça, c'est légalement pris en charge normalement. Je parle, vous savez, de ces cailloux qu'on peut avoir dans la chaussure et qui, à la fin, commencent à sacrément nous user. Du coup, je vous propose, moi, de faire un temps d'arrêt et vraiment de passer en revue l'ensemble du parcours quotidien de vos salariés. Et ce, de son arrivée le matin sur le parking à son départ le soir, en passant par les vestiaires, le lieu de déjeuner, les sanitaires, etc. Ce n'est pas seulement question de son poste de travail, même si on est bien tous d'accord, il y passe la majeure partie de son temps, donc c'est la priorité. Mais il n'y a pas que ça. Vouloir étudier finalement tous les éléments de son environnement de travail, c'est avoir une approche systémique et les voir en global. Et c'est aussi ne pas seulement se cantonner aux nuisances matérielles, mais aussi investiguer les nuisances olfactives, sonores, etc. Moi, je me rappelle encore d'une ergonome que j'avais eu la chance de rencontrer dans ma dernière expérience en tant que salariée, avant de lancer Humanescence, et qui m'avait fait prendre conscience qu'en fait, une photocopieuse, le bruit d'une photocopieuse pouvait devenir un véritable cauchemar pour la personne dont le bureau y était accolé. C'est d'une évidence, et pour autant, ça m'avait juste jamais traversé l'esprit. Donc après, on a travaillé sur la réorganisation de l'espace, mais voilà, pour vous dire que c'est important de voir les choses dans leur ensemble, d'impliquer les gens.
et si vous le pouvez aussi des personnes externes à votre service, hein, d'avoir une approche pluridisciplinaire, des partenaires sociaux, de la médecine du travail, des ergonomes, des gens d'autres services, d'autres regards. Enfin, voilà. Partagez sur ce sujet. Et puis, quand vous avez pris le temps, évidemment, de faire cet état des lieux, agissez si vous le pouvez. Et si vous ne pouvez pas, faites à minima un workshop pour co-construire avec vos équipes des solutions d'ajustement, de contournement et reprendre possession finalement sur ces irritants, redevenir actif. Et c'est seulement une fois que vous avez fait tout ça que vous pouvez aborder la question de ce que vous pouvez faire pour contribuer à leur mieux-être. Parce que déjà, vous vous serez assuré de leur bien-être. Hein, on en revient au basique. Je vous ai mis la pyramide de Maslow, enfin une pyramide un peu remasterisée. Avant de parler réalisation, accomplissement, déjà, soyons basiques, veillons aux besoins primaires, veillons à ce qu'ils soient comblés. Et là, en ce moment, surtout en ce moment, les besoins de sécurité. Hein, Maslow, il est indémodable. Même si je sais, hein, je suis l'actualité, il est beaucoup remis en question, mais pour autant, moi, je reviens au basique. Faire preuve de pragmatisme, c'est également faire preuve de bon sens pratique. Et je vais continuer avec le sujet de l'ergonomie, avec beaucoup de bureaux qui sont finalement mal fichus, avec une armoire utilisée quotidiennement par une personne et l'autre personne qui est à l'autre bout de l'open space et toute la journée, vous voyez des allers-retours comme ça. Donc déjà, faire preuve de bon sens, c'est commencer par réinterroger l'organisation de son espace de travail et faire en sorte qu'il soit agencé de manière pertinente. D'ailleurs, dans ce même esprit, hein, c'est aussi important de regrouper les équipes logiquement. Si vous avez des personnes qui travaillent souvent ensemble, ce n'est pas parce que historiquement, la personne qui est arrivée, elle était là-bas et que le dernier arrivé, il est là-bas. Non, en fait, regroupez-les pour que la communication soit plus facile. Et d'ailleurs, toujours dans ce sujet de la communication, hein, plus largement, faire preuve de bon sens, c'est aussi savoir réinterroger nos pratiques addictives au digital. Avant de se précipiter pour envoyer un mail, demandons-nous si il ne serait pas plus pertinent de se lever et d'aller voir la personne. Est-ce qu'elle est vraiment si loin que je suis obligée de lui envoyer un mail ? Aujourd'hui, on a besoin de remettre de la vraie communication dans nos quotidiens, pas plus, mais mieux. En échangeant en vrai, en prenant le temps de soigner la relation à l'autre et puis de gagner en performance parce que finalement, si la personne elle a besoin de précision, on précise. Si finalement, ce n'est pas clair, on ajuste notre propos, on reformule, etc. Alors que par mail, il y a 9 chances sur 10 que ça se traduise par un ping-pong de mail aussi inefficace qu'éreintant finalement. Et dans ces temps de distanciation physique, usez et abusez des outils de visio pour vous voir. Et mettre le digital finalement au service de l'humain et non pas l'inverse. Et le bon sens, ça se décline aussi au travers des livrables et des process dans nos organisations. Là, je vous invite à vous questionner sur tous ces pièges à inefficacité dont on adore remplir nos journées et auxquels on ne prête même plus attention finalement. Je vais vous poser une question faussement provocative. Est-il vraiment utile de produire une présentation de 20 slides pour aller à une réunion d'équipe? Voilà, bon, ça parlera, j'en suis sûre, à beaucoup d'entre vous et ça se suffit à soi-même. En tout cas, ce qu'il veut dire, c'est que la bureaucratie nuit à l'efficacité. Et c'est pourquoi il est nécessaire de réinterroger aussi souvent que possible les usages et de supprimer ce qui n'a pas ou plus lieu d'être. Et ce, une fois encore, hein, que vous soyez manager ou non manager. Parce que chacun, on a besoin, quand on travaille, d'avoir du sens à ce qu'on fait. Parce que sinon, on nourrit simplement le terreau de la souffrance au travail. On a tous besoin de faire des choses utiles qui contribuent à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. P comme quoi? P comme personnalisation. Je vais boire un petit coup, je parle beaucoup. Je vous trouve un peu silencieux quand même, hein, je tiens à dire. Alors, même si on a plutôt culturellement l'habitude de passer notre temps et notre énergie à développer nos points faibles, pour moi, c'est clairement, à la longue, source de souffrance au travail. S'occuper du bien-être de ses équipes, c'est déjà arrêter de se focaliser sur ce qui n'est pas, mais plutôt sur ce qui est. Alors, je vous l'accorde, hein, ça demande un peu de travail parce que du coup, ce que je veux vous faire toucher du doigt là, et je m'adresse en effet plus spécifiquement aux managers, hein, c'est les fameux 10%, je parlais de 90% de la production, c'est que dans le cadre de votre organisation, tout n'est pas forcément fiché.
Oui, on vous a donné un organigramme avec un nombre de FTI, de TP, avec des job descriptions, des descriptions de poste. OK, super. Mais c'est une base de travail. En fait, vous avez le droit de revisiter tout ça en fonction de ce qui fait sens pour votre organisation. Tant que vous restez équitable, personne ne va venir remettre en question vos décisions. L'idée, c'est finalement de connaître vos collaborateurs et d'avoir une espèce de panel de zones de force à zone de développement, un dégradé de couleur du vert au rouge, vert, orange, rouge, on va dire ça comme ça. Et puis, d'essayer en fonction de ce que vous avez pu observer, de réorganiser, de jouer au Rubik's Cube pour essayer de compenser les zones de difficulté des uns par les zones de force des autres. Et puis, finalement, d'essayer de maximiser la performance de votre organisation. Alors, je l'ai fait plein de fois, donc je le connais très bien. Je vous rassure tout de suite, je sais qu'il est impossible de maximiser à 100% l'utilisation des forces de chacun et de compenser pleinement, de l'autre côté, l'intégralité des zones de fragilité de votre équipe. C'est pour ça que je vous parle du dégradé de couleur, parce que ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir comment développer les zones qui sont dans l'orange, on va dire, et de voir les modalités d'apprentissage préférentiel de vos collaborateurs pour les aider à se développer. Les zones dans le rouge, je vais faire court parce que le temps file, laissez-les de côté. Laissez de côté, pourquoi? Pas parce que c'est des incapables, mais que généralement, il y a un autre truc qui se joue derrière, qui est la notion d'envie. Si je n'ai pas envie de bouger là-dessus, voilà. L'idée, c'est tire-moi vers le haut avec mes zones de force. Et puis, sur ce qui est de la question des zones de force, j'aimerais aussi vous faire toucher du doigt que vous pouvez aller au-delà de l'aspect stricto sensu professionnel et voir quelles compétences transversales vos collaborateurs utilisent en dehors du travail qui pourraient être mises au profit de votre entreprise. Parce que finalement, si vos collaborateurs prennent plaisir à faire des choses qu'ils aiment bien faire, parce que s'ils le font dans leur vie perso, c'est généralement qu'ils ont le choix et qu'ils ont envie. Et que vous, ça permet à votre organisation de performer, allez-y, osez réinventer les choses et faire différemment. Il y a aussi la notion des choses essentielles qui agissent comme un carburant pour vos équipes, dont j'aimerais parler dans cette zone de personnalisation. Moi, mon truc, c'est la course à pied. Donc, j'en ai vraiment besoin. C'est une limite vitale, tant professionnellement que personnellement. Et dès que j'en suis privée, c'est la catastrophe. Au début de ma carrière, je n'en avais pas tout à fait conscience. Aujourd'hui, je le sais et je préserve ces zones de ressourcement parce qu'elles sont essentielles à mon bon fonctionnement. Et ça, même s'il faut que j'aille à 5 heures du mat avec la frontale, je le fais. Du coup, à chacun d'entre vous, aujourd'hui connectés, je vous invite à identifier, si ce n'est pas déjà fait, ce dont vous avez besoin, ce qui est nécessaire à votre propre équilibre. Et après, de mettre en place des moyens de protection de ces zones de ressourcement. Parce qu'à la longue, si vous ne vous nourrissez pas vous-même, vous ne pouvez pas être bien dans votre travail. Et moi, quand je prends la responsabilité d'une nouvelle équipe en tant que manager, j'inclus systématiquement dans mes entretiens préliminaires cette question des impératifs personnels et je leur partage le mien. Du coup, ça leur permet de se sentir légitimes de partager le leur. En effet, si je leur dis moi, le mercredi matin, ça ne sert à rien de me caler une réunion avant 9h30, de toute façon, je vais courir avant de venir. Il y a quand même de grandes chances qu'ils se sentent un peu plus libres de me dire moi, le mardi, ça ne sert à rien de me mettre une réunion après 16h30 parce qu'à 17h, je pars, j'ai yoga, j'ai tai chi, etc. Et puis, si j'ai peur d'oublier, je me mets un petit rappel en mode privé dans l'agenda et comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Et puis, il y a aussi la question des éléments structurants. Et j'aimerais notamment faire un petit détour par le sujet entre autres, il y en a beaucoup, mais en tout cas des familles recomposées parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et dans la mesure où c'est un phénomène sociétal, sachez quand même que vous avez de très, très grandes chances d'avoir dans vos équipes des personnes ayant des familles recomposées. Et sans vouloir être intrusif et entrer dans la vie de vos collaborateurs, parce qu'elles ne vous regardent pas, c'est important d'être vigilant sur ce que ça peut impliquer en termes de contraintes et d'organisation pour lui ou elle. Parce que finalement, envoyer par exemple systématiquement votre collaborateur en déplacement les semaines paires où il a ses enfants, au bout d'un moment, je vous le dis, ça va commencer à sacrément lui friser les moustaches. Alors, une fois encore, je le précise, ça va toujours mieux en le disant, vous êtes humain, de temps en temps, vous pouvez vous planter, vous avez le droit, ou de temps en temps, il y a des urgences organisationnelles et c'est OK. Je parle bien là du systématique qui envoie un message finalement de non-attention à l'autre. Enfin, le Y comme quoi, yes, we can attitude. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que penser la réussite, c'est déjà d'une certaine manière la faire sienne.
La manière dont vous allez appréhender les situations, votre gestion des difficultés ou bien encore votre appréhension de la gravité des situations va impacter directement les membres de votre équipe. On se rappelle les neurones miroirs et la contagion émotionnelle dont j'ai parlé plus tôt. Alors, commencez par être possibiliste. C'est une formulation que j'ai empruntée à Max Lerner, une formulation que j'adore parce que avant je disais que j'étais optimiste et ça renvoie toujours à un côté béni oui-oui. Pour autant, je ne me sens pas franchement béni oui-oui. Donc, j'aime bien possibiliste, ça fait un peu plus pompeux, un peu plus sérieux et ça comprend dans sa racine même ce dont il est question, c'est-à-dire se focaliser sur l'ensemble des possibilités qui sont à votre main plutôt que se concentrer sur les portes fermées. Et l'idée, en adoptant cette posture d'ouverture, c'est de délibérément faire cet effort d'orientation de son esprit vers les options qui s'offrent à soi, à son équipe et surtout celles sur lesquelles on a la main pour agir. Et je le sais, la vie en entreprise, elle n'est pas toute rose, les difficultés sont présentes, qu'elles soient relationnelles, organisationnelles, opérationnelles, économiques en ce moment. Mais une fois encore, si vous ne pouvez pas changer ce qui est, vous avez la possibilité de choisir la façon dont vous allez réagir. Enfin, il y aura toujours des urgences plus urgentes que les autres. Alors, relativiser et dédramatiser. Hormis si quelqu'un dans ce call travaille aux urgences d'un hôpital, qu'on se le dise, il n'y a pas d'urgence en soi. Il faudra de toute façon toujours faire plus vite, ce sera toujours plus urgent, toujours plus important, mais en vrai, si on fait un pas de côté ensemble aujourd'hui, vous en pensez quoi, vous? Alors, ceci étant remise en perspective du fait que vous n'avez que deux bras, que de jambes. Et une tête aussi bien faite soit-elle, je n'en ai aucun doute, on se détend. Remettons leurs enjeux à leur juste place et d'autant plus parce que maintenant, nous tous aujourd'hui avons pleinement conscience des méfaits du stress sur notre cerveau et sur notre bien-être. Du coup, pour vous aider à prioriser vos tâches, vous pouvez appliquer la matrice d'Eisenhower qui est inspirée de l'ancien président américain et qui avait déclaré « ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important ». Enfin, pour conclure et avoir le temps quand même de quelques micro-questions, le bien-être, vous l'aurez compris, c'est bel et bien l'affaire de tous et on peut tous activement y contribuer. Nous pouvons tous être acteurs. Ce que je vous propose, c'est de prendre vraiment quelques minutes à l'issue de ce webinaire pour vous demander ce qu'aura fait écho en vous dans ma présentation et en fonction de ça, d'identifier les actions que vous allez pouvoir entreprendre pour contribuer à votre propre bien-être et à celui de vos collègues, à celui des membres de votre équipe, etc. Et puis, je vous avais dit, j'adore les acronymes, donc je vais vous en proposer un dernier qui vous permettra d'avoir quelques guidelines pour faire cet exercice. La première chose, ça sera d'accepter que tout n'est pas forcément parfait et que, une fois encore, plutôt que de se focaliser sur les imperfections, ce qui est important, c'est de se concentrer sur le champ des possibles qui s'offre à nous. De vous comprendre vous-même, de comprendre ce dont vous avez besoin, ce qui est important pour vous, vos grosses pierres, pour ceux qui connaissent la métaphore du professeur de philosophie sur la gestion des priorités, de décomposer cet énorme sujet du bien-être au travail en tout autant de sous-sujets sur lesquels vous allez pouvoir agir petit à petit. L'idée, c'est de faire petit à petit, mais de faire. D'être force de proposition, d'explorer le champ des possibles, d'oser essayer finalement. Dans la continuité des petites actions que vous pouvez entreprendre à votre niveau, l'idée, c'est aussi de créer une dynamique collective autour de ce sujet et de vous dire qu'il n'y a pas de petite contribution quand on est 5, 10, 719 ou plus à les faire. Et enfin, soyez responsable, faites votre part, même si elle vous paraît petite, faites. Et d'autant plus que personne, finalement, ne sait mieux que vous-même ce qui est important pour vous, pour votre propre bien-être. Voilà pour moi. J'ai un peu speedé sur la fin, je m'en excuse. Un immense merci pour votre attention et je crois, Ricardo, qu'on a encore quelques minutes pour les questions. Tout à fait. Grand merci, Marine. Ça a été très enrichissant. Il y a eu 414 participants de partout dans le monde, de l'île Maurice, de la Côte d'Ivoire, ici en France, etc. Vraiment très intéressant. On a énormément de questions. Je vais essayer de faire vite. Tout d'abord, pour Fabrice A. Oui, le webinaire est enregistré et il sera disponible sur notre site web www.pmi-france.org. Alors, première question, Marine. Laure M. Pourquoi le stress est-il autant utilisé comme carburant de la performance?
Ok. Merci, merci Laure. C'est super que vous me posiez cette question parce que ça va me permettre de compléter ce que j'ai évoqué plus tôt sur les méfaits du stress sur notre cerveau. Alors, je pense que vous l'avez largement compris. Hein, pour moi, le stress, c'est tout sauf un carburant de la performance. C'en est même plutôt un inhibiteur, hein, si je devais le formuler ainsi. Pour autant, on a encore, en effet, pas mal de managers qui déversent leur stress sur les équipes. Mais ce sont majoritairement des managers qui sont eux-mêmes submergés par le stress et qui, en fait, le déversent par effet ricochet, j'aurais tendance à dire. Alors, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre et qui est plutôt contre-intuitif, mais pour ces personnes qui mettent la pression et qui la cascadent, la chose à leur demander, c'est finalement de quoi tu as besoin. Comment est-ce que je peux t'aider? Parce que c'est quoi ce stress-là qui déborde et qui vient se cascader sur les équipes? Finalement, l'expression d'une émotion qui n'a pas été écoutée. Et l'émotion, alors j'en ai fait tout un mémoire et je vais vous éviter les détails, hein, mais quelle qu'elle soit, le stress, la colère, la peur, en fait, elle exprime un message. Et elle n'est généralement pas intentionnellement dirigée contre l'autre, mais pour soi-même. C'est-à-dire qu'elle nous adresse un message qu'on doit reconnaître et la conclusion de mon mémoire, d'ailleurs, c'était de dire que de la reconnaissance naît l'apaisement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à faire l'autruche face à des situations qui nous stressent, on fait qu'amplifier finalement ce phénomène et que si on veut que ce manager stressant soit moins stressant, faut l'aider déjà à faire diminuer son propre stress et donc à entendre ce qui se cache derrière en termes de besoins. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Merci. Alors, la prochaine. Émilie A. Comment assurer le bien-être des collaborateurs, plus spécifiquement dans le cadre de ce retour de travail post-confinement? Alors, c'est une excellente question, Émilie, et je vous remercie de me l'avoir posée. Si on reprend la pyramide de Maslow, vous pouvez reprendre la remasterisée que je vous ai mis tout à l'heure. Ce qui est essentiel, comme je le disais, c'est de garantir les conditions de sécurité de nos collaborateurs. Donc, faire à ce propos, mais aussi faire savoir. Ça veut dire quoi? Partager aussi tout ce qui est mis en place pour assurer la sécurité. Parce que, en fait, les personnes, même si vous faites des choses, elles ont besoin qu'on leur dise aussi. Elles ont besoin que ce soit sécurite, mais qu'elles l'aient bien intégré. Et une fois encore, hein, sur Maslow, la sécurité, c'est la priorité. Donc, la première chose, avant toute chose, avant quoi que ce soit, repartons du bon sens, c'est de gérer cette question de sécurité. Mais ensuite, et en quasi parallèle, j'aurais tendance à dire, c'est important de pouvoir donner du sens sur ce qu'on a individuellement et collectivement vécu. Faire ce qu'on appelle, c'est un peu le nouveau terme à la mode, du sense making. C'est finalement ce besoin de faire sortir les choses, analyser ce qui vient de se passer, exprimer ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris. Il est là. Et quoi qu'il arrive, il est là. Et c'est important que l'entreprise et les managers puissent l'accompagner et puissent l'accueillir. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça va se faire. Donc, soit ça se fait à la machine à café sans vous, soit ça se fait avec vous. Donc, de manière inclusive. Si ça se fait à la machine à café, le risque que vous prenez, c'est qu'en fait, il y ait finalement du stress, de la frustration, des éléments, des irritants qui ressortent. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'équipe, elle va finalement avoir besoin de se rassembler et va faire ce qu'on appelle en psychologie une cristallisation autour du mauvais objet. En bref, elle va trouver un bouc émissaire sur lequel se rassembler. Et le bouc émissaire, ça risque d'être vous, manager, ou vous, entreprise. Donc, la priorité humaine, après celle sécuritaire, c'est d'accompagner les équipes à se rassembler. Pas tant sur ce qu'elles ont vécu que ce qu'elles veulent vivre maintenant ensemble. Ok, c'est cool, maintenant on a pu s'exprimer, on a pu faire sortir les choses, on se sent mieux. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on décide collectivement de faire avec ça? Comment on fait évoluer nos manières de travailler? Et puis, voilà, quelle suite on donne à l'histoire qu'on vient de vivre tous ensemble. Merci Marine. Encore une autre question, cette fois-ci c'est Mandeva, elle, qui nous pose la question suivante. Est-ce que les managers ne vont pas être plus souples avec le télétravail et exiger moins de présence physique? Est-ce que cela va ouvrir la voie des projets de dématérialisation? Ok, du coup, 2 questions en débat. Super, j'ai envie de dire, puisque
pour être honnête, des questions que je me pose moi-même. Donc, merci de partager ce questionnement. Je me sens moins seule. Alors, pour ce qui est du télétravail, déjà, juste une petite précision. Au-delà des managers, hein, c'est vraiment une question de choix de politique d'entreprise. Alors, ce que je constate, plutôt que ce que je sais, c'est que certaines entreprises amorcent une mutation aujourd'hui. Est-ce qu'elles ouvriront la voie de réflexion plus large? Peut-être. En tout cas, je n'ai pas la boule de cristal à ce sujet-là. On a, par exemple, dans ce qu'on observe, une fois encore, on a Facebook, Google qui ont annoncé le maintien du télétravail jusqu'en 2021. J'ai aussi lu pas mal de choses autour du constructeur automobile PSA hein, qui a des réflexions aujourd'hui sur le temps de présence sur site qui parle de peut-être à l'avenir concentrer le temps de présence sur site à un jour et demi pour les salariés, enfin pas tous les salariés, je crois que c'est les salariés du tertiaire, de la R&D et les commerciaux si je ne me trompe pas. Il y avait d'ailleurs un excellent entretien de Xavier Chéreau, qui est DRH de PSA dans le journal Le Point, qui est paru récemment, donc je vous invite vous devez le trouver sur Internet, et qui évoquait en fait toute cette réflexion qu'il y avait finalement sur cette mutation du rapport au travail. Et il se disait, pourquoi pas demain avoir des moments de travail à distance, ok, et puis des moments sur site vraiment dédiés à l'échange et l'interaction. Ça voudrait dire que il supprimerait, enfin en tout cas dans cette projection, il parlait de supprimer les ordinateurs, les téléphones et d'avoir vraiment des temps centrés sur la relation à l'autre. Donc voilà, c'est à voir. Tout est possible. Pour moi, il y a vraiment 3 scénarios parce que j'ai réfléchi, je m'attendais à cette question vu que j'évoquais le télétravail. On a soit finalement le télétravail qui va devenir un mal-aimé parce que on aura eu une expérience associée à quelque chose de négatif avec le Covid et le confinement. Soit finalement, on aura des entreprises qui auront besoin de revenir à la normale ou à la normale, hein, vous l'écrivez comme vous le voulez. Et puis, la troisième option, une fois encore, voilà, et ça pourra aller dans ce sens-là, le fait que le télétravail devienne la norme. Donc, voilà, les 3 tendances que j'identifie, mais une fois encore, je n'ai pas la prétention de prédire ce qui va se passer. Et pour répondre très rapidement sur la question de la dématérialisation, pour moi, elle va vraiment dans la continuité du télétravail. Parce que si certaines entreprises décident d'ancrer davantage le télétravail dans leur mode de fonctionnement, elles vont devoir se poser la question de dématérialiser leur process. J'ai personnellement eu toujours, en fait, finalement, si j'ai réfléchi, toujours eu des équipes à distance, enfin aussi en présentiel, mais à distance, soit en France, soit à l'étranger. Et du fait de la distance physique, quand on veut vraiment travailler ensemble, pas juste faire une réunion de travail, il y a un moment donné, un des éléments de bon fonctionnement, c'est de dématérialiser. Sinon, en fait, ça ne marche pas. Enfin, on se tire une balle dans le pied. Voilà, j'espère avoir répondu rapidement. Oui, bien sûr. Et dernière petite question, en sachant que toutes les questions seront répondues sur un article qui sera publié sur le site web de PMI France. Dernière question de Christophe D. Combien de temps la micro-sieste? Alors, c'est une bonne question. Merci, Christophe. Je crois que c'est 15-20 minutes, mais je vais peut-être vous dire une bêtise parce que moi, pour le coup, je ne fais pas de sieste. En tout cas, il y a l'histoire de la cuillère, je crois. Il faut tenir la cuillère et quand elle tombe, c'est le moment de se réveiller. Essayez avec la cuillère. Parfait. Merci, grand merci Marine merci pour cette excellente et très riche conférence, riche surtout en conseils pratiques. Donc, ça a été vraiment très, très intéressant. Et maintenant, je voudrais partager quelques informations avec les participants. Pour ceux et celles qui ont des certifications PMI, ils peuvent demander des codes PDU avec les codes suivants. Il est affiché sur l'écran. Je ne vais pas les lire, ça ne sert à pas grand-chose. Aussi, vous allez recevoir une enquête de satisfaction. C'est très intéressant de vous nous donner des retours pratiques pour améliorer nos webinaires. Et aussi, vous allez recevoir un lien où vous pourriez réécouter et revoir les webinaires d'aujourd'hui de Marine Padula. Donc, toutes les questions, comme je viens de le dire, seront répondues. Celles qui ont été répondues live et celles qui n'ont pas fait suffisamment de temps pour répondre seront répondues sur un article sur le site web, je vous répète. Merci encore à tous. On est juste à l'heure. Et ça a été un véritable plaisir de partager ces moments avec vous. Grand merci et bon après-midi à tous. Merci à tous.
Bon après-midi.